Françoise Bouchet-Saunier, quel type de perspective autour de ces dialogues avec ces groupes? Alors moi, je laisse la question effectivement du dialogue politique, de les inclure ou pas dans les négociations de paix. Enfin, à partir du moment où sont des parties au conflit, je pense que on a quand même à peu près dit la réalité. Si on veut arriver à une résolution d'un conflit et qu'on ne parle pas avec une des parties au conflit ou avec plusieurs des parties au conflit, j'entends bien que le droit est un problème, mais je pense que là, le droit devrait être une solution. Assumons que ce sont des parties au conflit et sortons de cette perversion qu'a quand même créé la guerre contre le terrorisme, de déqualifier, criminaliser, etc., qui est en fait une impasse dans laquelle on est tous embarqués. Donc il y a un moment, on peut soit aller vers l'avant et évidemment, moi, je trouve magnifique le travail que fait le Geneva Call, etc., mais ça ne peut pas être vraiment un horizon pour la communauté internationale. C'est une initiative d'une petite ONG, heureusement que c'est fait, mais je pense qu'on est appelé à quand même infiniment plus d'audace si on veut gérer des conflits dans lesquels on a des acteurs avec lesquels non seulement on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de se battre, mais on n'a même pas envie de faire la paix, quoi. Donc ça, c'est un premier point. Le problème, si je reprends juste mon rôle de juriste de droit humanitaire travaillant pour une organisation humanitaire, je pense important qu'on clarifie cette question que la discussion, la négociation des organisations humanitaires et l'action des organisations humanitaires en zone contrôlée par ces groupes n'est pas une activité criminelle. C'est à peu près clair pour le CICR, mais pourquoi? Parce que le CICR a une espèce d'immunité de juridiction. Mais même aux États-Unis, vous avez discuté parce que vous auriez pu être mis en cause. Donc cette épée, on va dire cette menace judiciaire, elle pèse quand même. C'est sûr que pour MSF, c'est pas cette peur-là qui nous paralyse, mais elle fait partie quand même en permanence, moi, de l'argumentation qu'il faut qu'on fabrique. Donc ça, c'est un premier point, sachant que les différentes lois qui existent, elles n'ont absolument pas défini ni ce qu'était le terroriste. On est face à des listes qui ne sont pas claires, auxquelles nous, on n'a pas non plus accès complètement, et qui en plus éventuellement incriminent des actions sans intention. La question de l'intentionnalité, donc la participation matérielle, pourrait être, je veux dire, requise, même s'il n'y avait pas d'intention. Donc on est quand même dans du délire juridique et dans une peur, enfin une insécurité de contexte juridique qui n'est pas acceptable. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, sur le plan du droit humanitaire, on a bien vu qu'on a quand même un problème, c'est que dans les conflits armés non internationaux, les États ont refusé de reconnaître le statut de combattant aux membres de ces groupes armés. Ça, c'est quand même le vrai problème. Et ne reconnaissant pas le statut de combattant à ces groupes armés, aux membres, mais donc aux groupes eux-mêmes, on se retrouve avec ces groupes qui ont un statut de civil, parce que le droit humanitaire a la force d'être binaire, parce que si on n'est pas binaire, on est perdu. Tout est toujours dans la troisième dimension, donc c'est ou soit ou ça. Donc, dans les conflits armés non internationaux, les combattants non étatiques sont des civils. Alors, c'est pas mieux pour eux, mais c'est en tout cas très dangereux pour les civils. Il y a eu un travail qui a été fait sur cette question de la participation directe des civils aux hostilités, parce qu'en fait, ils font partie d'une catégorie un peu particulière, qui sont les civils qui participent directement aux hostilités. Mais en plus, parce que ça peut arriver à des civils de péter un plomb et d'aller quand même faire un coup de feu, ceux-là sont des civils qui participent de façon permanente, régulière et constante, et pas ponctuelle. Mais ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas de statut très clair, et il y a un débat sur quand même la nécessité de clarifier. Quand je dis qu'ils n'ont pas de statut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus entre les États sur ce que seraient donc ces civils qui participent de façon permanente aux hostilités. C'est d'eux qu'on parle. Alors, toute tentative pour responsabiliser ces groupes, en sachant qu'on ne leur a donné aucun statut, finalement, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Et si on est dans un régime de droit un peu normal, parce qu'on a bien vu que la dissuasion ne permet pas toujours de faire respecter le droit, il faut bien qu'on ait quelque chose à gagner quand on veut respecter le droit. Or, il me semblerait raisonnable que les États, enfin que la communauté internationale, s'enlève le handicap qu'elle s'est mis en donnant le statut de partie au conflit, en le reconnaissant réellement, et en s'autorisant donc les négociations avec ces groupes, et en reconnaissant un statut de combattant, ou un statut de combattant, on va dire un peu hybride, mais enfin, en tout cas en allant au minimum au bout de ce guide interprétatif de la participation directe des civils aux hostilités qui a été développé par le CICR, parce que là, on a effectivement un vide béant dans lequel tout le monde tombe. Donc, encore une fois, si on veut que le droit soit respecté, il faut aussi que les gens aient un intérêt. Or, en droit national, toutes ces personnes sont d'abord des criminels et dès le premier jour des hostilités. Un dernier mot peut-être là-dessus.
c'est pas toujours avec ces groupes-là que nous, MSF, on a le plus de mal à faire respecter l'espace humanitaire et l'espace médical. Même si des BD pour leur expliquer que ce qu'il faut respecter sont utiles, le droit humanitaire dans ses fondements, c'est quand même vraiment de l'intérêt mutuel, du bon sens et des choses qui peuvent être compréhensibles. Les espaces médicaux, dans le nord de la Syrie, avec des gens qui étaient très difficiles à gérer, c'était des concepts qu'on pouvait faire comprendre et faire respecter jusqu'à une certaine étape d'explosion et de radicalisation de la situation. Donc c'est souvent, par contre, et je reviens à ce que je disais au début, avec les États, que la politisation de l'action humanitaire est menée à un tel point que finalement l'action humanitaire est utilisée comme un moyen de guerre. Et si je reprends les cas de la Syrie, le contrôle de l'action humanitaire a été utilisé comme un moyen de guerre, en privant les populations, notamment du secours médical, puisqu'il était placé sous le contrôle de la défense. Et si on laisse, sous prétexte d'interprétation orthodoxe du droit humanitaire, une partie au conflit étatique interpréter le droit pour en faire un moyen de guerre et interpréter le droit au secours pour en faire un moyen de guerre, il ne faut pas s'étonner qu'en face, les autres aussi s'autorisent tous les coups. Donc là, on a perdu dès le début de ce conflit une possibilité de garder les secours humanitaires dans le cadre du droit humanitaire et en dehors du rapport de force. Ce qui est perdu. La radicalisation a eu lieu des deux côtés. Et je pense que c'est vraiment très important parce que l'avenir, il est ouvert. Les leçons du passé, elles ne sont pas toutes difficiles à tirer. Il y a quand même un abus des moyens de l'État dans les conflits. On l'avait vu au Bahreïn aussi, où finalement l'appareil d'État est utilisé pour identifier, traquer les manifestants blessés, arrêtés dans les hôpitaux. On est dans un usage asymétrique du droit pour priver des populations de secours. Et à partir de ce moment-là, le secours n'est plus humanitaire. Il est en plein rentré dans la phase de l'affrontement. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels les États ont des espaces, parce que c'est eux qui sont finalement les maîtres de l'interprétation. Et une interprétation trop défensive de leurs prérogatives, finalement, se retourne certainement contre eux aujourd'hui. Donc il y a peut-être des espaces là de courage, en tout cas d'invention, à ouvrir. Merci. Ronald Hoftaringer, en conclusion, effectivement, et en se mettant dans une perspective et en se disant quel type de dialogue renforcer, tout en restant évidemment dans les principes humanitaires. Je crois que c'est un peu moins de la perspective, mais c'est un peu de la réalité aujourd'hui et de la pratique. On a entendu un peu des bonnes pratiques, par exemple des organisations comme l'Appel de Genève, mais on a aussi entendu sur cette partie, sur le droit, les risques effectifs, et particulièrement dans la situation d'aujourd'hui, de nouvelles polarisations. Et je crois, là, on doit se rappeler qu'on est aujourd'hui vraiment dans une nouvelle étape. On a énormément des difficultés dans les questions d'accès, dans la sécurité. La sécurité a aussi toujours un lien avec la perception de l'action humanitaire. Et là, on revient aussi aux questions que vous avez traitées, l'amalgame entre un mandat politique ou même politique radicalisé du système onusien et une action humanitaire. Je crois nous, on a une certaine pratique de vraiment se baser sur une bonne analyse, de comprendre les cadres de référence des différents groupes armés, même s'ils sont radicalisés et loin, et basés sur une réjection des cadres de référence, si ce soit le droit humanitaire, le droit international des droits de l'homme, la charte onusienne, etc., mais quand même faire ce travail. Le CSR a, pendant les 15 dernières années, entamé un dialogue avec les savants musulmans, avec les oulémas, sur le droit humanitaire et le droit musulman. Ça, c'était une exploration très importante qu'on a aussi pu mettre en œuvre dans la pratique directe, dans le dialogue avec les groupes armés qui ont un cadre de référence comme tel. On a bien aussi
à travers de notre action. J'ai déjà mentionné la dimension aussi de nos visites de détention, de notre travail de protection, qui est aussi un volet pour créer la confiance sur les motivations de l'action humanitaire et de construire des réseaux. On a pu avoir des avancées sur une meilleure compréhension des règles humanitaires, même si le cadre de référence est différent et entièrement dans une interprétation très particulière, clairement, du droit musulman, pas nécessairement le droit musulman lui-même. Et au moment où on comprend aussi un peu les divergences des opinions, la diversité même parmi les groupes, par exemple les groupes djihadistes, les groupes qui sont dans la nébuleuse Al-Qaïda et autres, ça nous donne une marge de manœuvre aussi pour faire le plaidoyer pour certains principes humanitaires et le respect de l'action humanitaire. J'aimerais seulement, on avait discuté de la question des otages, on a un savant musulman qui est un peu un guide spirituel pour au moins une certaine école du djihadisme salafiste qui a fait un appel à respecter les délégués du CSR à cause de leur neutralité. Alors il dit un travailleur humanitaire qui est vraiment neutre et qui n'est pas impliqué dans ça, ce qu'il lui il appelle la guerre contre le musulman, doit être protégé. Et avec ça, il a pris aussi position contre les atteintes aux travailleurs humanitaires de cette catégorie selon leur interprétation, y compris la prise d'otages. Ça, c'est des éléments sur lesquels on peut construire, sur lesquels aussi les autres organisations ont commencé à travailler. Et le deuxième point, c'est vraiment la question d'un équilibre entre l'intérêt légitime des États de se battre avec des organisations qui mènent des actes terroristes, de protéger leur population et le champ d'action de l'action humanitaire. Je crois hier, il y avait un débat dans le Parlement britannique sur une nouvelle loi qui règle un peu les responsabilités et droits des ONG. Et le docteur Hani Al-Banna, qui est président du Forum humanitaire et fondateur du Secours islamique, fondateur de Secours islamique, et il a fait appel exactement à un dialogue pour éviter que dans le cadre de cette nouvelle polarisation auquel on fait face, de nouveau, comme après le 11 septembre, les organisations islamiques, humanitaires, basées dans la diaspora, dans les pays occidentaux ou dans les pays musulmans, se trouvent de nouveau dans le viseur et se trouvent réprimés avec leur action humanitaire. Et je crois que ça c'est un exemple où on doit mettre le dialogue, une certaine compréhension et un équilibre en relief. Merci beaucoup. Merci, on se quittera sur cette note positive et concrète. Merci à nos intervenants. Encore toutes nos excuses pour les petits problèmes techniques qui ont perturbé ce 24e 5 à 7. Et je vous invite à partager un verre avec nous. Et je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.